Me voilà de retour. Bonjour tout le monde. Enfin, le temps que les gens qui étaient sur l'autre vidéo, parce que j'ai fait une petite erreur, j'ai mis de la musique alors qu'il fallait pas. Euh, donc voilà, je reprends, je recommence les remerciements parce que nous sommes plus de 15 000 abonnés sur ma chaîne et ça, je trouve ça super sympa. Voilà, que vous êtes toujours aussi fidèles et c'est toujours intéressant. Alors avec une montée qui n'est pas exponentielle, qui est toujours progressive, mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment voilà, super. Et puis ensuite, la deuxième chose aussi très important, je vous souhaite à tous et à tous une bonne année, puis que vous puissiez avoir tout ce qui vous plaît dans la vie et si on s'intéresse un peu plus à la chaîne, une réussite dans le résultat scolaire. Voilà. En théorie, ça fonctionne. Oui. Eh bien, bonjour, rebonjour. Alors bonjour Patate, et je présume, alors je ne sais pas qui est l'autre, si Paul est revenu, si Tanguy sont revenus. Donc je me propose aujourd'hui, un peu inconsciemment, à vous faire un truc sur la maltraitance. La difficulté, c'est que j'ai pas le... Il faudrait que j'ai un PowerPoint. Est-ce que je peux récupérer un PowerPoint Parce que là, je l'ai ou plutôt un PDF. Euh, Non, non, j'ai pas. Bon, on va essayer de voir hein, si on peut y arriver. Euh, je sais pas comment se sont passées les fêtes chez vous. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pris un peu de temps entre l'organisation des fêtes de fin d'année. Surtout que j'étais un peu beaucoup accaparé au mois de décembre avec des formations qui sont pas mal enchaînées. Et puis après, l'événement interplanétaire 2023, mon passage à une dizaine supplémentaire, avec une organisation de plein de choses. Et donc, voilà, ce qui fait que je reviens aujourd'hui avec, j'espère, en tout cas je vais tout faire pour, un rythme plus régulier dans les lives du mercredi soir. Je vais essayer de voir si... N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Pendant que je fais tout mon petit truc. Ah, il y en a encore qui ont des examens. Examen de quoi déjà? Allemand, maths, sciences de l'éducation, inclusion, religion. C'est suisse, c'est ça? Il semble, hein. T'es en Suisse, toi. Il me semble que c'est ça. Eh ben écoute, bon courage. Hein.
Bon, allemand, maths, je vois à peu près. Sciences de l'éducation, j'imagine. Religion, inclusion. Bonne question ça. L'inclusion, ce que ça peut être. Ah ben, c'est un peu le lot de beaucoup de monde, hein, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas exactement comment se passent les examens. Déjà, j'ai cru comprendre que la 5e année de psycho, moi j'avais des examens écrits et des mémoires à rédiger, des rapports de stage à faire. Mais là, je ne sais même pas si. Je crois qu'ils ont des dossiers sur l'année, il n'y a plus de devoirs sur table à mettre en place. Ça prend son temps. Je me- Ah, ok. Ok, parce que vous avez déjà cette formation-là. C'est bien ça. Il me semble qu'en France, c'est une formation supplémentaire. Alors, où il y a certains profs qui vont faire une formation supplémentaire justement pour pouvoir justement accueillir, dans le cadre de la scolarité ordinaire, hein, des enfants un peu à difficulté. Avec, en France, alors je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, en France on a des classes bien particulières. Dans le cadre des petits, donc les moins de 10 ans, moins de 11 ans, ce qu'on appelle la CLIS, c'est une classe intégrée, spécialisée. Voilà, où en fait c'est une classe qui va regrouper différents enfants en difficulté. La plupart du temps, vraiment c'est sur le plan cognitif qu'il y a des difficultés. Puis après on va passer sur les Ulysses au collège. Voilà, unité de... Ouais, enfin, pas pareil que dans la CLIS, quoi. Mais c'est les Ulysses. Donc on passe de la classe aux unités. Et après on va passer sur une formation un peu plus... ça dépendra de la possibilité, mais plus peut-être vers des formations bac pro pour les plus capables, BEP pour les autres, plutôt CAP parce que le BEP n'existe plus en France. Et sinon, on a toutes les formations en IM Pro qui peuvent se mettre en place par la suite. Donc, bah écoute, bon courage, hein. C'est prévu dans pas longtemps. Et alors, la semaine prochaine, eh ben, bon courage. Bon courage. Surtout que si c'est la semaine prochaine et que t'en as 9, c'est un par demi-journée, quoi. Un le matin, un l'après-midi. Je cherche un lecteur de PPT pour dire de vous diffuser ça. Ah, ça dure 3 semaines. Ah. En France, je me rappelle, moi, à l'époque, on avait une semaine de cours, on avait matin et midi, quoi. Voilà, il me propose 33 minutes restantes, ça va. Donc on a le temps de discuter avant que ça arrive. Euh... Ouais, c'est ça, parce que 3 semaines... En fait, je crois que c'est ça qui est le plus fatigant, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est le fait de devoir être concentré, le stress des examens pendant 3 semaines, quoi. Une semaine, au moins, on a fini de terminer. On peut râler parce que... Mais c'est ça, sur 3 semaines. Ouais, je te conseille ni l'un ni l'autre. Je te conseille ni l'un ni l'autre. Bon, pendant que tout se télécharge doucement, parce que là c'est clairement doucement,
pourtant, l'image est bonne là, dites-moi. Vous voyez bien ce qu'il faut, ça coupe pas, ça reste fluide ou c'est compliqué? Ouais, je suis connecté. Parce que la 5 elle va plus vite, mais le problème c'est que ça peut. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est cool. C'est parce que la bande passante, justement, est focalisée sur le live, donc le téléchargement du fichier. Donc, l'objectif là, si vous n'avez pas d'autres questions, en sachant que ça pourrait être fait, ça peut être fait n'importe quand, c'était de vous parler un peu de quelque chose. Alors, moi, c'est une formation qu'on met en place avec les collègues de l'unité qui est en train de se mettre en place au niveau de l'hôpital de Roubaix, l'UAPED. Donc, unité d'accueil et de prévention, non pas de prévention, unité d'accueil pour l'enfance en danger. Même si le P, ça mériterait aussi prévention parce qu'on en fait un peu. Enfin, c'est prévu qu'on en fasse. Donc, on met en place des formations euh, dirigées vers les personnels de l'hôpital. Donc, en clair, les péricultrices, les oxy, enfin, tout, voilà, tout le personnel qui bosse en pédiatrie, qui bosse aux urgences, en chirurgie, dans tous les services. Donc, on avait déjà fait une première formation, cette formation-là, qui en fait, en gros, c'est comment repérer la maltraitance des enfants qu'on reçoit, qu'on a humoristiquement appelé la maltraitance pour les nuls. Voilà, pas très original, j'ai bien conscience, hein, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est les bases de la chose. Et donc arrive dans plusieurs possibilités. C'est que là, alors je ne vais pas vous montrer le passage de mes collègues, parce que je ne leur ai pas demandé l'autorisation de vous montrer, et puis surtout que pour, par exemple, le médical, il y a des photos d'enfants et je n'ai pas les droits de passer les photos. Et puis de toute façon, je ne sais pas si j'ai réellement envie de vous passer les photos qu'il peut y avoir pour cette formation, parce qu'on parle quand même de maltraitance à enfants. Euh, on pourrait peut-être, il y a peut-être deux, trois petites choses que je pourrais peut-être vous présenter par rapport au signalement et ainsi de suite. Ça, je peux à la limite, parce que c'est des choses qui sont récupérées sur le net, donc je peux très bien vous montrer à la fin si vous le voulez, si vraiment vous voulez bien. Sinon, on ne le fera pas. Vous montrer un peu comment se passe un signalement, comment se passe une information, enfin, l'organisation pour mettre en place une information préoccupante à la CRIP. Donc, CRIP, comité centre régional, je crois, d'information préoccupante, ou sinon comment on fait une OPP auprès du procureur, ben voilà, avec une demande de placement immédiate en l'occurrence, ou alors une mesure d'écartement et de protection de l'enfance. Euh, OPP qui veut dire ordonnance de protection prioritaire. En tout cas, c'est quelque chose qui est plus légal. Donc ça, si vous voulez, je vous le montre. Mais je voudrais au moins venir, parce que moi, mon intervention, on est les deux psy à intervenir. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, euh, la maltraitance, on peut la repérer en effet par ce qu'on peut voir. Mais il ne faut pas oublier les deux autres types de maltraitance. Enfin, la maltraitance psychologique en soi. Avec deux aspects de la maltraitance en psychologique. C'est que déjà, la maltraitance physique va avoir une incidence sur l'état psychologique de l'enfant. Et on va repérer chez l'enfant des problématiques qui vont en tout cas nous faire suspecter la présence de maltraitance, en mettant déjà un bémol par rapport à tout ça, parce que vous allez vous apercevoir que en psychologie, quand un médecin voit un hématome, quand un médecin voit voilà, plein de défauts, enfin, l'enfant secoué, enfin, tout ce qu'on peut entendre de ces choses-là, voilà, ça peut, même si lors de la formation qu'on est en train de faire, il y a toujours un doute voilà, qui dit qu'on ne peut pas préciser que c'est de la maltraitance, pas forcément. En tout cas, on peut toujours préciser qu'il y a bien un hématome, qu'il y a bien ci, qu'il y a bien ça. Quand on est en psychologie, on peut voir des choses, on peut repérer des choses, mais on est toujours euh, dans le, dans le supposé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment on va pouvoir avoir la confirmation que la maltraitance est bien avérée. Donc c'est toujours un peu particulier. Ça, c'est des choses qui sont un peu compliquées à faire comprendre à nos collègues médecins. Qui eux sont habitués à des choses très, très concrètes. Euh, et donc ce qui signifie que voilà, tout ce que ça implique par rapport à notre travail, c'est-à-dire le côté déjà de la difficulté de l'évaluation parce que justement utile et qui n'est pas franc et qui d'ailleurs quand on repère des indices, on ne peut même pas dire qu'à la fin c'est la réalité.
Et deuxièmement, c'est quelque chose qui aussi demande un peu plus de temps. Voilà, quand on fait un rapport et qu'on voit un hématome, on va écrire bah, il y a un hématome, machin, tout le truc, machin. Que le psychologue, il est vraiment dans des histoires d'explication. Voilà, il faut vraiment vérifier ses mots. Il faut à la fois dire la réalité tout en ne dévoilant pas de choses qui ne doivent pas être dites. Enfin voilà, c'est tout un travail qui est assez compliqué, qui se met en place petit à petit dans ma tête et dans ma pratique et qui donc va être de plus en plus présente à partir de la fin de cette année scolaire, au mois de juin, peut-être début d'année, parce que je pense que les travaux vont mettre un peu de temps à se terminer pour qu'on puisse avoir le lieu et qu'on fasse officiellement l'inauguration de cette UAPED dans l'hôpital. Mais en gros, voilà, c'est des choses qui se mettent en place. Et donc il y a cette formation voilà, qu'on met en place et sur lequel moi j'interviens essentiellement sur ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Il faut quand même savoir que dans le cadre de la justice, il y a pas mal de... La théorie de l'attachement est quand même pas mal mis en avant, avec tout ce que ça implique de pincettes qu'il faut prendre. C'est pour ça que d'ailleurs l'année dernière, il y a il y a eu lors de une réunion internationale des spécialistes de la théorie de l'attachement qui ont voulu réfléchir sur la thématique attachement et justice, et justement de mettre un peu des bémols à tout ce qu'on peut mettre. Voilà, c'est que c'est pas parce qu'on repère des choses que c'est automatique. En clair, vous verrez que là, dans certains comportements, on pourrait repérer des choses, ça ne signifie pas forcément que la mère ou le père est maltraitant. Il peut y avoir d'autres raisons à tout ça. Donc, il faut toujours être dans la subtilité. Et, euh, et donc, c'est des choses qui se mettent en place. Bon, voilà. Moi, je sais pas si je pourrais, parce qu'en gros, en tout cas, je sais pas si je pourrais vous montrer le PowerPoint tel qu'il est, parce qu'en fait, il vient d'être annulé. Je ne sais pas pourquoi. Pas comprendre Charles, comme dirait l'autre. On va essayer de le relancer. Euh, voilà. Et donc, en gros, on va peut-être partir. Alors, je suis désolé, il n'y aura pas forcément les images, mais on va commencer par la base de ce que c'est que la théorie de l'attachement. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos qui le présentent. Théorie donc mise en place par John Bowlby, euh, avec très vite Ainsworth qui a commencé à travailler là-dessus, les deux, monsieur et madame, et qui ont donc mis en avant aussi l'expérience de la Strange Situation, qui va permettre de mettre en avant plusieurs profils d'attachement. Un profil sécure et des profils insécures, avec au tout début de la recherche un profil qui sort un peu. Voilà, il y a certains enfants qui ne correspondent pas au profil ni sécure ni insécure qui ont été mis avant. Donc les profils insécures, on parle du profil évitant et du profil... c'est toujours comme ça, j'ai toujours un problème pour retenir les mots. Le profil évitant et l'autre c'est... Euh, profil évitant, je vais le retrouver, hein, c'est pas possible autrement. Euh, bah, aidez-moi, même si ça va arriver très vite. Euh, j'ai un vrai problème de réseau là. C'est pas très grave, hein. Ne vous inquiétez pas, on peut parler sans avoir de réseau. Ambivalent, merci. Donc évitant et ambivalent. Alors, évitant étant celui qui va éviter le tout contact et donc qui va un peu qui va ne pas rechercher le contact, le sentiment de sécurité, l'ambivalent, qui lui va clairement être en demande constante de problématiques. Et puis donc il y a le dernier, ce fameux désorganisé qui au début n'était pas défini comme tel, mais qui petit à petit a été rajouté comme quatrième profil d'attachement, donc le profil désorganisé, qui est un profil beaucoup plus particulier, avec un mouvement assez double, à la fois de rapprochement et d'écartement de la personne, euh, en sachant que ces profils sont des bons indicateurs de maltraitance à l'enfant. Voilà, donc avec bien sûr, je vous le rappelle, toutes les pincettes que ça implique. euh, tout ce que ça implique comme pincette dans l'histoire. Euh, on pourrait s'arrêter là et pour autant, j'aimerais qu'on fasse le point sur qu'on parte sur le comportement normal. Et je pense que c'est à partir de là
Euh, Quel est le comportement normal, enfin en tout cas l'attachement, le sentiment de sécurité, les mécanismes d'attachement qui se mettent en place à la naissance et qui vont se développer dans toute la vie, à quoi servent-ils? C'est la question. Je vous pose des questions, n'hésitez pas à répondre très vite. Mais d'ailleurs, bonjour Manolki, je n'ai pas repéré. Donc, à qui s'adresse? Enfin, quel est l'objectif? Là, c'est une question vache, hein, parce qu'il y a 10 réponses à ma question. Mais en gros, s'il y en a un qui trouve la bonne réponse, on pourra le féliciter. À quoi servent? À quoi ça sert d'être de l'enfant, de s'en sentir, d'avoir un sentiment de sécurité? À quoi ça sert, dites-moi? Euh, Qu'est-ce que l'enfant va en faire? C'est surtout ça la question. Pourquoi, voilà, il va rechercher à être apaisé, à être réassuré. Euh, Quel est l'intérêt? Pourquoi fait-il ça? En tout cas, qu'est-ce que ça va permettre? Donc, si l'attachement est mis en place, ça va permettre à l'enfant de faire quoi? Dites-moi un peu. Forger l'image qu'il a de lui, on est large? Non, non, oui, c'est pas ça du tout. Euh, Après, on est bien d'accord, hein, un bon profil d'attachement va donner une bonne image, en tout cas, va donner un individu qui, sur le plan de la confiance en soi, de l'estime de soi, va être beaucoup mieux dans sa tête. C'est-à-dire qu'il aura plus confiance en soi parce que justement, il n'aura pas le stress continuel qui fait que derrière, il ne se sentira pas en sécurité. Et donc, le sentiment de sécurité permet à un enfant à partir de la découverte de son environnement en ayant une base de sécurité. Mais pourquoi tu mets un point d'interrogation peut-être? C'est la réponse. C'est qu'en gros, l'attachement, l'utilité de l'attachement, c'est la découverte de l'environnement. On est vraiment dans un système exploratoire qui fait que l'enfant va pouvoir découvrir son environnement et très tôt, hein, même si très petit, il est dans son berceau et il n'a pas la possibilité de bouger, c'est quand même en étant rassuré, voilà, en arrêtant de pleurer, qu'il va être capable de pouvoir regarder autour de lui. Puis voilà, à partir de la marche, c'est quand même plus concret. À partir de la marche, en tout cas des marches à quatre pattes, euh, c'est qu'on est vraiment dans ce cadre-là. C'est qu'en clair, l'attachement a cet intérêt de pouvoir permettre l'exploration. Et donc, si on veut être dans quelque chose de concret, on pourrait prendre un tableau que j'espère vous montrer avant la fin de la séance, donc quand ce sera mis en avant. Euh, on, pour, on pourra expliquer ça comme ça. Donc en gros, si on prend le schéma de base, l'attachement, quand l'enfant va bien, il va donc explorer son environnement. Voilà. Deuxième étape, parce qu'à un moment c'est ce qui se passe, parce que l'environnement n'est pas connu par l'enfant, parce qu'il faut toujours un moment qu'il le découvre. C'est-à-dire que quand l'enfant va commencer à apprendre à marcher, là on est bien sûr dans un environnement qu'il connaît, mais dans une façon de faire qui n'est pas la même. Bonsoir Romane. Et donc ce qui fait que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une exploration de l'environnement et qu'à un moment, plus ou moins rapidement en fonction de la nouveauté, en fonction des nouvelles personnes qui sont là, en fonction du sentiment de dangerosité qu'il peut y avoir, on va avoir un sentiment de mise en danger qui va se mettre en avant. Il y a un phénomène qu'on connaît assez bien, la fameuse angoisse du 8e mois, hein, quand l'enfant a conscience, voilà, prend conscience de sa séparation avec la maman, hein, voilà, qui n'est pas le même corps. Toute personne étrangère qui se rapprochera de maman et de lui va devenir un potentiel agresseur. Et donc c'est là où quand un étranger débarque, l'enfant va se rapprocher de sa mère, de son père pour se rassurer, en tout cas de son caregiver pour se rassurer. Ce qui signifie que un comportement normal, parce que là je vous parle bien du comportement normal, c'est que l'enfant explore et quand il y a un sentiment de mise en danger, eh ben, il va y avoir une augmentation du stress et qui va se produire, un stress qui augmente et qui va donc augmenter le sentiment d'insécurité de cet enfant-là. Qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, une fois qu'on est là, l'enfant observe son environnement
Et on en est au moment où il y a quelque chose, voilà, je sais pas, il a failli trébucher pour le plus simple, ou alors il y a un étranger qui rentre dans la pièce, comme dans la situation étrange là, de Hemsworth, où d'un seul coup il faut rentrer un étranger en plein milieu de la pièce. Qu'est-ce que l'enfant va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va le mettre en place? Je suis en train de vous aider beaucoup là. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête pour justement essayer de compenser, de régler un peu cette histoire de cet enfant, de ce qui se passe là? Dites-moi un peu. La réponse, elle n'est pas compliquée du tout. Pendant que vous réfléchissez, je vous donne quelques indices. Voilà, je les avais notés. Il faut quand même savoir qu'à peu près dans la population normale, on est à peu près 2 tiers de population avec un profil sécure. Voilà, à peu près. On a à peu près 21% de profils évitants, donc c'est des gens qui sont autonomes, qui ont peu ou pas de détresse exprimée lors de la séparation. Voilà. Parce qu'en gros, là, quand je vous parle d'un sentiment normal, c'est que quand on est face à un danger et qu'on a un sentiment d'insécurité, on est dans le comportement sécure. Ça pourrait paraître bizarre, mais un enfant qui va hurler quand un étranger rentre, quand un étranger entre dans la pièce, c'est pas un enfant qui a un problème, c'est un enfant qui réagit normalement. Par contre, justement, les insécures évitants, quand la personne va rentrer, elle va pas forcément être bien, parce que là on parle d'insécure, il y aura sûrement du stress qui va augmenter, mais il n'y aura pas forcément ce que j'attends de votre part. Euh, la question c'est justement que va faire l'enfant, enfin qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans l'exploration, euh, pour que voilà, on est dans cette situation. Une fois que j'aurai le PowerPoint, vous le verrez un peu mieux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah. En sachant que pour vous aider un petit peu, je vous dis, l'insécure évitant, il y aura peut-être sûrement... Parce que les profils insécures ne sont pas des profils non plus compliqués, enfin forcément... voilà, on peut très bien avoir un profil insécure sans forcément être problématique. Mais c'est des enfants qui vont sûrement avoir un peu de stress de voir cet étranger rentrer, mais ils ne vont pas mettre en place justement ils vont pas forcément avoir le même comportement. Oh là, je suis de plus en plus flou. Je crois que je vais vous donner la réponse, ça ira plus vite. Ils vont pas forcément mettre en place ce que j'attends. Voilà, votre réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'enfant va faire? Euh, Très général la réponse, hein. Et après, on a l'insécure ambivalent. Donc je vous disais, 2 tiers de sécure, 21% d'insécure évitant et à peu près 14% d'insécure ambivalent. Et donc lui, cet enfant-là, l'enfant pleure, s'éloigne. Oui, on est dans les trucs. C'est-à-dire qu'on, ça fait partie, c'est ça. Mais je veux le terme beaucoup plus générique, en sachant que la réponse est dans le titre, hein, comme on dirait l'autre. L'ambivalent, lui, par contre, ce qu'il va faire, c'est il va déjà répondre beaucoup plus rapidement. Le sentiment de stress va être beaucoup plus rapide. Et le comportement que j'attends de votre part, donc pour certains, ça va être les pleurs. Pour d'autres, ça va être il va s'éloigner de l'étranger. Mais en l'occurrence, c'est pas tout à fait vrai. Il va pas s'éloigner. Il doit faire quelque chose de particulier. Lui, par contre, on va voir chez cet enfant, l'ambivalent, il va en faire beaucoup plus. Il va mettre beaucoup plus en avant. Donc, il va rechercher les ressources de réconfort. On est toujours dans la bonne réponse. Mais donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Qu'est-ce qu'il va mettre en place, cet enfant-là? Allez, la réponse est. Quand je vous donnerai la réponse, vous me direz, bah oui, c'est évident. Mais monsieur, juste voilà. C'est juste histoire de vous faire un peu travailler. Euh, et ben voilà. Il va activer son système d'attachement. La suractivation, je pense qu'on va plutôt le voir chez les ambivalents, qui vont en faire beaucoup plus. Et il va donc activer son système d'attachement. C'est important parce que là, faut être dans le global, hein. Quels sont les premiers signes en tout cas les premiers mécanismes d'attachement que met en place l'enfant à la naissance? On les connaît à peu près, c'est des schèmes qui sont assez connus. Regarder la personne, voilà, quand on la fixe, on attire son attention, pleurer.
pleurer. C'est pour ça que la réponse de Tilex est très bonne. L'enfant... non, c'est Caroline. Caroline qui pleure, on est d'accord. L'enfant, quand il a la possibilité de marcher, il va rechercher la ressource de réconfort, donc il va se rapprocher. C'est pour ça qu'il va pas forcément s'éloigner de l'étranger, il va surtout se rapprocher de son caregiver, de sa figure d'attachement. Mais quand on est dans le berceau, bah, c'est l'enfant qui va pleurer, c'est l'enfant qui va montrer du doigt aussi, hein, il y a des choses de ce type-là, et qui vont derrière montrer des choses, enfin montrer que c'est... mettre en place ces phénomènes. Donc on est toujours dans ce truc, et donc j'ai un stress, et donc je mets en place mes mécanismes d'attachement. Qu'est-ce que ça va provoquer? Quand on est dans quelque chose de normal, parce qu'on en parle de la normalité, c'est-à-dire que là on est toujours dans la normalité. Hein. La normalité, c'est qu'un enfant ou un adulte, c'est-à-dire que ça peut être un adulte dans un mouvement, il y a qu'à voir, hein, quand vous allez... alors vous n'allez pas forcément appeler papa, maman, mais je sais pas, si vous faites une attraction à sensation, que vous êtes avec votre petit copain, votre petite copine, enfin votre petit copain, en général c'est comme ça que ça se passe. Voilà, parce qu'il faut que les garçons ils assurent. Hein. Automatiquement, la jeune fille, c'est vraiment sexiste ce que je suis en train de dire, c'est une grosse bêtise, mais c'est tellement lié à la culture actuelle que voilà, ça paraît assez logique. On va essayer de rechercher ce réconfort parce il y a le stress qui monte, qu'on est inquiet, et donc on va chercher du réconfort auprès de la nouvelle figure d'attachement qui est la petite copine, le petit copain. Je sais, je parle comme un vieux. Et donc les mécanismes d'attachement vont faire que là, actuellement, si on est dans quelque chose de normal, de sécure, et ben la réponse va être la réponse de la figure d'attachement, elle va être, comment on peut dire, elle va être adaptée, c'est ça. Et donc voilà, ça va apporter du réconfort, on va avoir une réassurance, réconfort qui va être amené par la figure d'attachement. Donc ça, on est dans la normalité, et tout ça va donc faire qu'on baisse le stress, parce qu'on l'avait augmenté juste avant. Et donc, si on réfléchit bien, on explore, on a un danger qui se met en place. La normalité veut que le stress en soi va augmenter, parce qu'on a conscience du danger. Voilà. Les enfants ont très tôt conscience du danger, très très tôt, faut pas croire, parce qu'on dit toujours les enfants ils n'ont pas conscience du danger. Si vous entendez cette phrase-là, faut peut-être se poser la question de savoir, mais c'est pas logique, un enfant, s'il voit une flamme et qu'il met la main dessus, il va pas la remettre une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, voilà. Déjà, je suis même pas sûr qu'ils mettent la main dessus la première fois. Les mécanismes d'attachement se mettent en place. On a une notion adaptée, il se rapproche, il pleure, la figure d'attachement répond comme il faut, et ça va diminuer le stress. Et tout ça, ça va permettre de faire quoi? Là, je repose ma question que je vous ai posée au début. Qu'est-ce que ça a permis? Donc, ces mécanismes d'attachement qui ont permis de rebaisser le stress, tout ça. Vous pouvez répondre, il suffit de copier-coller ce que vous m'avez raconté au tout début. Pendant ce temps-là, je profite parce que je vais pouvoir, là, je pense, hein, réussir peut-être à vous passer le PowerPoint en direct live, comme ça vous pourrez le voir. Quand il sera installé sur mon PC. J'aurais dû faire ça avant, mais voilà, je profite de mes lives pour mettre en place des choses dans mon nouveau PC. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que ça permet, la diminution du stress? Qu'est-ce qui va se passer chez l'enfant à ce moment-là? Réponse. À quoi ça sert tout ça? Voilà, super. Maintenant, il faut juste que je repère, que je mette en place. Alors, je fais ça tout de suite. Alors, ça va être le PowerPoint. Eh bien, exactement. Bonne réponse, patate. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une boucle qui fait que l'enfant, grâce à ça, va être rassuré et va pouvoir continuer à réexplorer son environnement. On a eu une expérimentation qui a été mise en place, alors il y en a plusieurs, mais moi je pense à celle-là, où en fait on prend un enfant, on le met avec ses parents, donc avec sa maman, avec son papa, on le met dans une pièce inconnue,
et il faut imaginer la pièce, voilà, de forme carrée, on va dire, ou rectangulaire, avec une chaise dans un coin et un repère au sol qui va indiquer une distance par rapport à la chaise. Donc la chaise, on est à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres de la chaise. Et dans cette pièce, répartie dans toute la pièce, plein de jouets différents. Voilà. Avec des jouets peut-être plus intéressants d'ailleurs au fond qu'au début. Qui va donc motiver l'enfant à aller plus loin. Avec personne, pas d'étranger, mais parfois des bruits dans le couloir. Parfois, si, parfois quelqu'un qui va ouvrir la porte pour montrer sa tête. Et donc on va s'apercevoir que l'enfant, le comportement, le mouvement normal de cet enfant-là, ça va être d'abord de rester dans les bras de sa mère le temps de se rassurer. Sa mère, alors on indique à la maman qu'il faut un peu motiver l'enfant à aller jouer. Et donc la maman qui va laisser partir son enfant, et on va s'apercevoir qu'il va y avoir une espèce de yo-yo qui se met en place, avec un enfant qui va commencer à jouer avec les jouets qui sont pas trop loin de maman, puis qui dit qu'il aura un petit sentiment d'inquiétude, va revenir vers sa mère, voilà. En tout cas, même dans le moment où il n'y a pas forcément de peur, de crainte, de monde, mais le fait de devoir aller plus loin va faire qu'il va quand même revenir voir sa mère, et qui petit à petit va aller plus loin dans la deuxième zone, qui est un peu plus loin, et puis qui va revenir vers sa mère, et qui va aller un peu plus loin dans la troisième zone, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'en fait, là on a, sur le plan de la recherche, le comportement qui fait qu'on est dans une recherche, enfin l'exploration d'un environnement basique, quoi, qui est une pièce, pour aller explorer les jouets, mais qui fait que quand même, on va revenir régulièrement, se réassurer, ainsi de suite. Donc, je reviens, j'enchaîne avec la suite. Donc en gros, voilà, on va reprendre plus sérieusement la chose. Vous voyez bien le PowerPoint. Les signes de maltraitance psychologique. Donc chez le nourrisson, on a les troubles des interactions précoces. Troubles des interactions précoces, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on fait essentiellement référence à la théorie de Spitz et de l'hospitalisme. Voilà, c'est des choses qui se mettent en avant avec des troubles un peu autistiques. Il n'y a qu'à voir si vous avez l'occasion d'aller voir la vidéo John Goes to the Nursery, où on voit un enfant qui en 3-4 jours dans une pouponnière commence à être un peu voilà, avec un comportement très particulier. Et donc après, il y a aussi les troubles du comportement liés au défaut d'attachement, donc ça c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Avec ensuite à tout âge des discontinuités, voilà, ça c'est les autres problématiques, discontinuité des interactions, humiliation répétée, insultes, exigences excessives, emprise, injonction paradoxale, c'est-à-dire les doubles contraintes. C'est des choses qu'on peut faire aux enfants. La double contrainte, c'est le fait de demander à la fois à l'enfant d'être sage, tout en le mettant dans des conditions qui fait qu'il n'aura pas le choix de faire des bêtises. Alors, bon développement, sur le plan biologique, je reprends un peu, c'est vraiment la satisfaction des besoins primaires, ça c'est sur le plan biologique. Alors que sur le plan psychologique, le bon développement, c'est la satisfaction du besoin de sécurité. Avec un décalage entre la réponse des parents. Voilà, en fait, ce qui va créer la mise en place d'un bon attachement aussi, c'est important de le savoir, c'est qu'il va y avoir un décalage entre les attentes du petit et le comportement des parents, en tout cas des figures d'attachement, qui va impliquer, qui va obliger l'enfant au fur et à mesure de tout ça à mettre en place des stratégies d'attachement adaptatives. Voilà. Il va mettre en place des mécanismes d'attachement qui vont lui permettre, d'optimiser les soins qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'en gros, de multiplier l'attention, le réconfort, la réassurance, mais surtout maximiser ses chances de s'en sortir quand il est seul. C'est-à-dire qu'en gros, vous verrez qu'avec le temps, il va commencer à mettre en place très vite des comportements avec un élément assez important qu'on appelle chez Winnicott l'objet transitionnel, le doudou, qui ne va être ni plus ni moins qu'une représentation de la mère, en tout cas du parent absent, pour permettre à l'enfant de pouvoir supporter l'absence de ce parent-là pendant un certain temps. Et donc là, on est réellement dans des comportements d'attachement, de réassurance par un objet qui se met en place à ce moment-là. Ah oui, vous voyez tout là. Alors, c'est ce que je vais expliquer. On va avoir donc l'exploration de son environnement par l'enfant. Après, il y aura des sensations d'inconfort, personnes inconnues, des lieux nouveaux, des obstacles physiques. Voilà, des choses qui vont se mettre en place devant lui quand il va explorer son environnement, qui va faire donc un sentiment de mise en danger chez cet enfant.
Ce sentiment de mise en danger va augmenter le sentiment d'insécurité. Et de là, va être mis en place par l'enfant des mécanismes d'attachement, des pleurs, des cris, ou alors je marche vers papa, maman. Tout ça va permettre un rapprochement, une réassurance de la figure d'attachement qui va diminuer l'insécurité. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va donc faire une boucle, ça va repermettre. C'est très joli, hein, je suis assez content de mon PowerPoint là. J'avais vraiment du temps à perdre, j'ai l'impression, pour faire des choses aussi jolies, pour que ce soit clair. Mais voilà, en gros, ça c'est le comportement normal. Ce qui veut dire qu'en gros, si vous réfléchissez et que vous avez l'occasion de travailler avec des enfants, il faut vous dire que les troubles de l'attachement peuvent être à chaque niveau. Voilà, si vous remarquez qu'il y a une chose qui ne correspond pas, que vous ne voyez pas dans un comportement d'enfant, c'est que peut-être il y a un trouble de l'attachement. En clair, un enfant qui ne va pas explorer son environnement. C'est des enfants qui vont rester bloqués dans leur lit, qui ne vont pas sortir, qui ne vont pas vouloir quitter les jupes de leur mère. Voilà, on va se poser la question de savoir de la difficulté du trouble de l'attachement. Alors, avec des choses plus ou moins... Voilà, on n'est pas dans quelque chose de, forcément de la maltraitance. Là, on peut être purement... Voilà, l'enfant ambivalent va clairement avoir beaucoup de mal à explorer son environnement. Il va vouloir rester la plupart du temps dans les jupes de ses parents, voilà, pour être protégé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut repérer. Si on repère ça chez un enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'exploration de l'environnement naturel, dans des conditions normales, avec maman à côté, il y a un truc qui ne va pas. Des enfants qui n'ont pas du tout de sensation de mise en danger. Donc ils vont... ça, c'est les choses les plus aberrantes. Un enfant qui ne vous connaît pas, voilà, vous êtes dans le milieu hospitalier, un enfant qui ne vous connaît pas, qui rentre dans le bureau, qui vient tout de suite s'asseoir sur vos genoux, on peut se poser la question de savoir, il y a quand même un truc qui ne va pas. C'est pas la normalité. La normalité, l'enfant, il reste auprès de maman, papa. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, il va s'habituer à vous, il va venir peut-être, mais au tout début, s'il vient direct et qu'il ne se pose pas la question et qu'il fait ami avec tout le monde, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. L'augmentation de l'insécurité, là, c'est un peu plus compliqué à travailler. Euh, si les enfants qui ne mettent pas en place de mécanismes d'attachement, là on est dans un cadre de profil insécure. Ah, c'est pas possible, je l'oublie à chaque fois. Alors c'est pas l'ambivalence, c'est l'autre, c'est évitant. Voilà, ne va pas mettre en place de mécanismes d'attachement alors que il y aura quand même une augmentation du stress. Donc là, c'est des choses qui voilà, se marquent. Il y aura aussi l'autre problématique, c'est que si on voit que nous, dans notre consultation, le parent n'a pas, et ça peut arriver assez régulièrement, voilà, un enfant qui pleure, qui ne va pas bien, et on s'aperçoit que le parent ne réagit pas, n'intervient pas, ne fait rien. Voilà, l'enfant qui demande à ce que maman se rapproche et que le parent ne bouge pas, là on peut se dire il y a un problème et ainsi de suite. Donc là, ces quatre choses, là, l'exploration, le sentiment de mise en danger, la mise en place, vont déjà être des indicateurs de problématiques au niveau de l'attachement. Ça peut être des petites problématiques qui ne vont pas forcément faire qu'on va... voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ces trucs-là, mais en tout cas, on va se poser déjà la question par rapport à ça. Je rappelle donc les quatre styles d'attachement qui existent. Donc l'attachement sécure. Alors l'attachement sécure, c'est un comportement adapté et efficace en fonction de son niveau de stress. C'est-à-dire qu'en gros, quand il n'est pas stressé, ben, il va explorer. Quand il est stressé, il va demander à ce qu'on le rassure. Voilà, ça c'est la normalité. Automatiquement, comme il va, je vous ai expliqué au début, mettre en place de plus en plus de comportements parce que le parent va le laisser de plus en plus, voilà, et ne serait-ce que ne pas répondre toujours à ses pleurs, ou alors à un moment l'emmener à l'école en maternelle, le laisser manger à la cantine à un moment, enfin voilà, il y a plein de choses, ou alors le faire dormir avant qu'il aille à l'école chez la tati. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et qui fait que l'enfant va devoir s'adapter. Donc la logique, moi j'ai beaucoup, quand on travaille en parentalité, il y a beaucoup de parents qui angoissent énormément en pensant qu'ils font du mal à leur enfant quand ils mettent en place ce genre de comportement. Alors que non, il faut que ces parents fassent ceci. C'est pas de la maltraitance que de proposer à l'enfant d'aller passer une nuit chez la marraine, voire une nuit chez Tati avec les cousins. C'est pas de la maltraitance. Par contre, on est bien d'accord, ça peut créer un stress chez cet enfant, mais c'est parce que le lendemain il va rentrer et qu'il va s'apercevoir qu'il s'est bien amusé que justement il va essayer déjà de chercher des méthodes pour se rassurer, et deux, il va vouloir recommencer par la suite. Alors que si vous ne l'empêchez, vous ne lui permettez pas de le faire, jamais il aura l'occasion de pouvoir apprendre. Les deux groupes d'attachement insécure, je vous expliquais, c'est l'évitant et le résistant. Voilà. Alors, il y a plusieurs termes, ambivalent, machin. Là, je vous ai mis celui-là. C'est vrai qu'on dit résistant, ambivalent et évitant, je ne sais plus. Il y a deux façons de dire.
Alors l'évitant, c'est ce qu'on voit, hein, c'est qu'on a un abandon progressif des demandes pour diminuer le niveau de stress, parce qu'en fait c'est des enfants qui vont avoir ce même comportement, qui vont avoir une augmentation du stress, qui vont demander aux parents, aux caregivers d'intervenir, et le caregiver n'interviendra pas suffisamment bien, comme dirait Winnicott, en l'occurrence pas assez. Et donc ce qui fait qu'à un moment, ces enfants évitants vont petit à petit décider d'arrêter. Voilà. Ils vont comprendre que ça ne sert à rien, et donc ils vont mettre en place une adaptation qui fait que globalement ils vont ne compter que sur eux-mêmes, et ils vont pas du tout vouloir aller beaucoup plus loin dans cette histoire. L'anxieux résistant, lui, par contre, il va résister à ce sentiment d'abandon, enfin d'abandonner les mécanismes, et par contre, lui, il va être dans une demande continuelle d'attention pour répondre à un stress qui n'est peu ou pas contrôlé. C'est-à-dire que là, on va être dans un cas où c'est des enfants qui, toujours dans la même chose, avec des comportements inadaptés du parent, souvent une trop forte réponse d'ailleurs du parent, là on est plutôt dans le trop, ou même dans le pas assez, c'est même plutôt dans le pas assez en fait. Euh, il y a des parents qui ne résistent pas assez, mais l'enfant qui n'arrive pas à gérer son stress ou qui n'a pas réussi entre guillemets, alors c'est pas une dissociation, mais à faire en sorte de ne pas. Enfin, si, on est un peu dans un phénomène un peu dissociatif, et donc qui fait qu'on va éviter, on va devenir évitant. Là, c'est des enfants qui vont être incapables de pouvoir explorer leur environnement. Donc là, on les retrouve. Hein, le premier, ici, l'insécure. Je vais le montrer ici, comme ça vous avez la flèche. L'évitant, lui, étant celui qui plutôt ne va pas mettre en place les mécanismes d'attachement. Le résistant va être plutôt celui qui va, au contraire, les mettre, y compris pour un état de stress, et va donc limiter un max son exploration de l'environnement. Et puis donc, c'est ce qui s'était remarqué, c'est qu'on avait remarqué un attachement désorganisé, avec des attitudes à la fois contradictoires. C'est des enfants qu'on peut voir dans les bras de leurs parents. Je l'ai encore observé il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus parce que j'ai plus de notion de temps, avec une maman, un petit enfant voilà, qui était très, très anxieux, une maman qui était un peu énervée parce que mise une demande d'information préoccupante avait été décidée. Et donc voilà, et on voyait cet enfant, et moi je suis arrivé parce que c'était le branle-bas de combat, ma collègue était un peu en galère, elle me disait est-ce que tu peux venir un peu pour m'aider un peu à gérer ça. Et en fait, quand j'arrive, ce que je vois, c'est cet enfant qui est dans les bras de sa mère, qui pleure énormément, et qui à la fois reste dans les bras de sa mère tout en la repoussant. Euh, donc voilà, on était à la fois dans des mouvements de rapprochement, donc je reste sur les bras de ma mère, j'essaye même à un moment de descendre, mais je remonte dès que je suis en bas. Donc il y avait des mouvements, un peu de ça, et donc moi ça m'avait un peu perturbé, et ça s'est vérifié. Alors là on le note, moi je le signale, à un moment je dis il y a quand même un comportement particulier, il y a des choses à se poser, et au final on s'est aperçu donc cette maman était réellement maltraitante avec cet enfant, et on était vraiment voilà, dans un truc d'école, de phénomène qui existe. N'hésitez pas à parler, hein. Euh, à poser vos questions en tout cas. Ou alors c'est des enfants qui n'ont pas du tout mis en place de stratégie efficace. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est dans les comportements sécures-insécures, on est chez des enfants qui ont mis en place des choses. Voilà. Peut-être inadaptés pour les deux profils-là. Ici, on s'aperçoit que c'est vraiment des enfants qui parfois n'ont peut-être même pas mis du tout de stratégie d'attachement, ou en tout cas ces stratégies d'attachement par la maltraitance, parce qu'en gros c'est ici hein, qu'on est les problématiques. Les profils les plus de maltraitance, c'est là-dedans qu'il faut aller les chercher. Euh, on a des choses un peu plus difficiles à vivre. Euh, un peu plus loin, alors là je vous ai mis la référence pour les étudiants, hein, Zina, Mamen et Lieberman en 93. Donc ça date déjà d'un moment où on commençait à mettre en place les phénomènes de troubles de l'attachement, avec 5 types chez les enfants de 1 à 5 ans. Et donc si vous êtes d'accord, on va faire un peu le point sur ces différents types, euh, qui ont tous une signification plus ou moins importante, mais qui va montrer un trouble de l'attachement, sans que pour autant, voilà, je vous rappelle qu'on est dans le cadre de la maltraitance, il y a vraiment que deux profils, le 3 et le 4, qui réellement peuvent être mis en avant par rapport à des profils d'attachement, par rapport à des problématiques de maltraitance. On a déjà le premier, c'est le trouble de l'attachement qui est non attaché. Donc on n'a pas de préférence particulière pour un adulte donné. Euh, et on s'aperçoit que c'est des enfants qui ont souvent un retard de développement. Donc ça, on peut le repérer assez facilement. Avec des choses assez importantes. On a quand même des enfants nous, qu'on peut avoir dans le cadre de nos évaluations
qui ont 7, 8, 9, 10 ans et qui clairement sont dans une problématique où clairement on penserait voir des enfants de 4-5 ans, quoi. Tellement on est quelque chose de, du retard à fond, euh, avec des problématiques vraiment particulières. Donc là, le trouble de l'attachement non attaché, c'est que c'est des enfants qui donc sont pas attachés à personne. Voilà, on est dans quelque chose de particulier. En deux, on a le trouble de l'attachement indiscriminé, ce qui fait que là, on va avoir ces enfants qui vont vers n'importe qui euh, et qui n'assurent pas leur sécurité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des enfants qu'on peut repérer assez facilement. Euh, et donc là, c'est des choses qui montrent quand même qu'il y a un trouble, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas mis en place et ça demande à être travaillé par la suite. Moi, ça m'arrive assez souvent quand il y a un enfant qui est comme ça, qui passe derrière le bureau et qui veut monter sur mes genoux. Déjà de lui dire, bah non, on monte pas sur les genoux, voilà, lui expliquer que c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fait, et d'en discuter avec le parent par la suite, et qui me dit, ouais, mais il fait ça avec tout le monde. Lui dire, mais s'il fait ça avec tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas la logique. Et donc de mettre en place, si c'est possible, si le parent est d'accord, de mettre en place justement un travail qui va faire que on va un peu reprendre les choses en place et on va essayer de rééduquer un peu tout ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle le trouble de l'attachement inhibé, où on va voir donc cet enfant qui s'accroche de manière excessive à leurs parents, euh, et qui correspond beaucoup plus, tu vois, aux enfants qui sont dans les jupes de leurs parents. C'est vraiment plus que de la timidité. C'est-à-dire que c'est c'est clairement, on est dans quelque chose de... Enfin voilà. C'est un peu compliqué peut-être à définir, mais quand on le repère, on le voit assez facilement. Ou c'est des parents qui vont être très soumis aux parents. C'est-à-dire que ça, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, avec des enfants, une évaluation qui a été mise en place. J'étais pas dedans, c'était ma collègue qui l'a fait. Et, euh, et quand on en discute après, on s'aperçoit que c'est un enfant qui clairement fait tout comme ses parents disent. En clair, un bon enfant, exactement le schéma du bon enfant, c'est-à-dire que on pense pas que l'enfant est menti, on pense pas que l'enfant, on dit la mère est dit, il faut que tu dises ci, il faut que tu dises ça. On était clairement dans un enfant qui faisait exactement ce qu'on attend d'un enfant, en clair, aucune réaction, aucune réflexion. Je joue avec ma mère et mes sœurs aux jeux de société, comme ça. On fait ci, on l'aide pour la cuisine. Vraiment buté quoi. C'est-à-dire, avec en plus un sentiment, d'après ce que j'ai compris, assez particulier, complètement de aucune, pas d'émotion mis en avant, pas de capacité de compréhension, d'empathie, enfin voilà, des choses assez particulières. Donc là, c'est des choses qu'on peut vraiment voir, quoi, des enfants très soumis à leurs parents. Là, clairement, il faut se poser la question des signes de maltraitance, comme toujours. Hein. C'est pas parce qu'on l'a qu'il y a maltraitance. Vous pouvez avoir des enfants qui sont dans ce cadre-là, ils ne sont pas forcément maltraités. Ou alors on peut considérer que les enfants qui ont des parents qui demandent à ce que leur enfant obéisse trop sont des parents maltraitants, mais ça, je ne vais pas mettre en avant une réflexion sur les modes, méthodes éducatives de certains parents qui veulent que leur enfant soit, sage comme des images. Donc pour ça, on n'est pas forcément dans le cadre d'une maltraitance, on peut être dans quelque chose d'une éducation avec des enfants qui n'ont pas réussi à s'affirmer plus que ça, mais qui ne vivent pas forcément mal les choses, hein, c'est toujours pareil. Ensuite, on a le trouble de l'attachement agressif. Là, c'est des choses qui vont, avec des enfants qui vont montrer pas mal de colère. Ça, j'ai eu le cas l'année dernière avec un enfant qui sur le plan physique, voilà, qui vont avoir une agression physique, verbale, qui vont agresser les gens, euh, qui ne vont pas être capables de gérer la frustration, voilà, qui vont être en colère face aux frustrations qu'on leur provoque. Et ça, on le retrouve beaucoup plus, en tout cas dans la recherche qui a été mise en place par Zina, Mamen et Lieberman, on les retrouve beaucoup plus chez des enfants qui, eux, par contre, sont témoins et victimes de la maltraitance. Faut quand même signaler que depuis peu, alors en tout cas, c'est une chose qui est revendiquée. Alors je ne sais, j'ai pas très bien compris. Il me semble que c'est dans la loi, que ça a été mis en avant, ainsi de suite. Mais en tout cas, toutes les associations de protection de l'enfance mettent les choses en avant. C'est que euh, un enfant qui est témoin d'agression, en tout cas qui voit par exemple son père qui frappe sa mère, donc un enfant qui est témoin d'agression physique, qui est témoin de maltraitance, c'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même maltraité, est considéré maintenant comme étant un enfant maltraité, parce qu'on sait sur le plan psychologique, euh,
les effets que ça a sur l'enfant. Et donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez, vous, dans votre pratique, des enfants, enfin des parents, les parents vous apprennent que, voilà, madame vous apprend qu'elle est battue par son mari et qu'elle est battue devant l'enfant, ça demande à mettre en place une information préoccupante euh, qui fait que on va devoir protéger l'enfant de ses parents. Après, bon, pas forcément de la maman, mais après, voilà. Et c'est là où il y a des choses. Moi, j'ai eu des discussions avec des mamans qui étaient maltraitées, euh, qui à un moment, voilà, l'enfant est là, on apprend ces choses-là, et à un moment, c'est important de dire à la maman, écoutez, vous avez le choix. Si vous continuez, si vous rentrez, parce qu'on n'a pas la possibilité malheureusement d'aider les femmes à ne plus retourner voir leur mari, même si maintenant la loi oblige toute personne, tout personnel de santé qui a appris qu'une femme était battue de pouvoir faire un signalement même si elle n'est pas d'accord, alors qu'avant il fallait attendre l'accord de la femme. Maintenant on peut le faire sans son accord. Pour autant, c'est pas pour autant qu'il va y avoir de suite si elle porte pas plainte et tout le reste. Là, l'enfant, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vraiment, si la maman vous dit qu'elle est maltraitée euh, et qu'il y a un enfant qui est en jeu, vous avez l'obligation de le signaler en mettant en place soit une IP, soit une mesure de protection si la maman a décidé de rentrer chez le papa et qu'elle n'a pas compris que l'objectif, euh, c'est aussi de protéger son enfant, même si ce n'est que elle. Parce qu'on a toujours cette phrase-là, ah, mais non, c'est un bon père, il risque pas de faire de mal à ses enfants. Le simple fait de frapper madame devant ses enfants montre qu'il n'est pas si bon père que ça. Donc ça, c'est les choses qu'on voit. Et le dernier, qui est le trouble de l'attachement avec inversion de rôle, ça, c'est un peu plus compliqué à voir. Mais c'est des enfants où on voit que c'est des enfants qui prennent soin du parent, clairement. Qui se soucient, voilà. Alors moi, je le vois beaucoup. euh, c'est un comportement qu'on voit assez chez les enfants anxieux, mais qui sont pas vraiment, on n'est pas dans le trouble là, mais c'est des enfants qui, la plupart des enfants de toute façon sont comme ça, ils ne veulent pas parler de leurs soucis à leurs parents pour ne pas les déranger. Et donc, mais là on est vraiment dans quelque chose de vraiment différent, quoi. C'est-à-dire que c'est des enfants, quand vous faites le bilan avec le parent et que le parent pleure, bah, vous allez voir l'enfant qui va se rapprocher, qui va consoler, ou alors qui va vouloir défendre ses parents face aux autres, voilà, en étant devenant agressif envers les autres. Et on va même aller jusqu'à des enfants qui vont infantiliser les parents. Voilà, en le commandant, en le punissant, en disant c'est pas bien. Alors on est bien d'accord, il y a des enfants à 3 ans qui jouent à la punition, qui essayent d'apprendre les règles et tout le reste, et qui vont dire, qui vont jouer avec papa ou avec maman, et qui vont dire ah t'es puni, tu vas au coin. C'est pas, on n'est pas dans ce cadre-là, on est vraiment dans des choses qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est ce qu'on appelle réellement les troubles de l'attachement qui sont mis en place. Vous voyez, c'est quand même 30 ans que c'est mis en place. Alors ça, il y a encore il y a des recherches plus tard qui continuent à réfléchir à tout ça, mais c'est des choses qui sont assez importantes. Voilà. Après 5 ans, parce que là, en gros, on va s'apercevoir qu'entre 1 et 5 ans, euh, vous allez voir que ces comportements, ils sont liés à la personne. C'est-à-dire qu'en gros, un enfant va être capable, entre 1 et 5 ans, de montrer des troubles d'attachement quand il sera en présence d'un parent et aucun problème avec les autres. C'est les fameux enfants, par exemple, on les repère. Hein, moi, c'est ces pseudo hyperactifs, voilà, qui, quand ils sont chez leurs parents, sont énervés, machin, insupportables, fatigants pour les parents et tout le reste, et qui, quand ils vont aller soit à l'école, soit les grands-parents, sont d'un calme pas possible, parce que justement, dans notre condition. Donc ça, c'est des indicateurs, voilà. Si à un moment, c'est aussi des questions qu'il faut poser, de savoir comment ça se passe. Donc pour les 1-5 ans, c'est de savoir comment ça se passe chez les autres. Est-ce que c'est la même chose? C'est les fameux parents qui ne supportent pas quand on leur rend l'enfant à l'école en disant non, non, c'est super bien passé, alors que quand l'enfant sera à la maison, il sera, euh, il sera complètement énervé et tout le reste, ce qui indique que la maison est un lieu de stress pour lui, contrairement à l'école. Donc ça, c'est des choses qui existent et donc ils vont être vraiment attachés à un parent. Je vous parlais tout à l'heure sur le comportement de cet enfant qui se détachait, qui essayait de quitter les jambes de sa mère tout en essayant de remonter, tout en essayant de lui faire un câlin, tout en la repoussant avec ses bras. Ce comportement-là, en fait, on l'a vu chez la mère, on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais c'est possible que, enfin c'est même d'ailleurs probable,
qu'il n'ait pas le même comportement avec si le parent n'est pas l'agresseur, c'est possible que voilà, peut-être avec papa, il était beaucoup plus calme et beaucoup plus à vouloir être rassuré. C'est pour ça que là, c'est comme ça qu'on les repère un peu ces comportements, c'est que souvent, avant de 1 à 5 ans, c'est souvent en présence de l'agresseur, quand on parle de maltraitance, que ces phénomènes se mettent en place. Euh, c'est pour ça que c'est toujours assez subtil, parce qu'en général, vous verrez toujours l'enfant pas forcément avec l'agresseur, et donc vous ne verrez pas forcément les troubles d'attachement qui se mettent en avant. C'est des choses qui sont un peu plus subtiles. Mais après 5 ans, par contre, à force, dans le vécu, on va avoir une généralisation des troubles aux autres personnes de l'entourage. C'est-à-dire qu'en gros, après 5 ans, si vous revoyez le même comportement de cet enfant qui s'éloigne tout en se rapprochant auprès de quelqu'un, on ne peut plus réellement dire que c'est parce que la personne est la maltraitante, parce qu'il aura généralisé ce comportement à tous les autres adultes qui l'entourent et qui s'occupent de lui. Et on va arriver à des facteurs de généralisation qui sont ceux-ci, de troubles de la situation de maltraitance. Pour certains, alors c'est les plus fréquents là que je vous ai mis, la peur constante d'être l'objet de comportements hostiles, et qui fait que c'est des enfants qui vont montrer une agressivité réactive, voilà, qui vont être violents dans un état de stress, mais là on n'est pas dans un cadre où l'enfant est réellement agressé, c'est juste que voilà, c'est des enfants mordeurs par exemple, on peut les repérer chez les enfants mordeurs. C'est des enfants qui sont stressés et qui à un moment vont mordre pour se défendre, voilà, parce que c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour se défendre, parce qu'ils n'ont pas d'autres techniques. C'est la technique qu'ils ont trouvée, c'est ce qui fait que quand on travaille sur ces enfants-là, eh ben, on doit faire tout un travail éducatif. Donc on a beaucoup les parents en stock pour nous demander de le faire, parce que ça ne se fera pas dans notre cabinet, pour justement essayer de trouver, permettre à l'enfant de trouver d'autres solutions. Et chez les enfants de 2-3 ans, ça c'est compliqué, donc ça demande à mettre des choses en pratique. En l'occurrence, on demande d'arrêter le stress, on voit que on demande d'arrêter l'agressivité, voilà, par les punitions par exemple, enfin, la punition, plutôt la sanction, le fait de dire c'est pas bien, il faut pas que tu le fasses, ne le fais pas, voilà, en essayant d'être hyper réactif dès qu'on voit le comportement va se mettre en place, pour que l'enfant cherche un autre comportement à mettre en place. On va avoir par contre aussi pour certains autres des représentations de la relation humaine en termes de dominant-dominé. Donc ça, c'est des enfants qui vont être agressifs sans forcément qu'il y ait d'agressivité, qu'il y ait de stress, qu'il y ait d'inquiétude. Pour information, la première, on le repère beaucoup chez les enfants qui sont maltraités. Voilà. C'est-à-dire que ces enfants qui sont tellement agressés, qui globalement... alors maltraités, c'est pas forcément... en tout cas, qui sont souvent agressés, et donc ils vont commencer à un moment comprendre que, je le repère souvent ça, c'est les enfants qui vraiment vont pousser les gamins dans la crèche, parce qu'ils ont été agressés entre guillemets, mais on n'est pas forcément dans la maltraitance, vous savez, être agressé pour un enfant, c'est peut-être simplement le fait que le camarade vienne lui prendre son jouet, on n'est pas dans une agression, voilà, l'enfant de 1 an, 2 ans, il n'est pas agressif, mais lui il le sent comme une agression, et donc il va comprendre qu'en poussant les enfants, ben, ça permet de se défendre et qu'ils vont pousser tout le temps. Là, on va être dans des enfants qui vont pousser tout le temps parce que eux, ils seront en ayant vu, alors souvent on le repère eux chez les témoins de maltraitance, et justement, ils vont être témoins que dans la vie, il y a des gens qui frappent et des gens qui reçoivent. Et donc il y a des dominants et des dominés, et donc ce qui veut dire que l'individu normal ne voulant pas être quelqu'un de faible et de fragile, il va mettre en place le mécanisme pour faire partie du meilleur des deux camps, en clair le dominant. Et c'est pour ça qu'on a aussi les enfants de femmes maltraitées qui peuvent maltraiter leur mère, voilà, en les frappant, mais on parle de petits-enfants, parce que dans leur tête, c'est ce qui se met en place. Donc là, on est clairement dans une problématique clairement de trouble qui se met en place. On a des enfants qui ont une absence d'empathie. Moi, j'ai quand même repéré chez un enfant là que je suis. Alors, j'ai pas fait de signalement parce que l'enfant est trop petit, qu'on peut pas généraliser ça avec l'âge qu'il a. Il n'empêche que j'ai quand même fait un petit mot sur un petit mot, voilà, si l'enfant était amené à revenir dans le service hospitalier, que ce soit au niveau des urgences, que la personne soit un peu alertée, que les personnes qui puissent la prendre en charge soient un peu alertées et d'être vérifiées, voilà, parce qu'à un moment il y a des choses qu'il faut remarquer. Et donc en fait on voit à un moment, on discute, la maman, on est dans une problématique liée à un problème d'alimentation, l'enfant qui ne mange pas assez, pour la 10e fois,
La diététicienne va expliquer à la maman ce qu'il faut faire, pour comment, voilà, ce qu'il faut mettre en avant et ainsi de suite. Et la mère qui commence à pleurer parce qu'elle en a marre qu'on lui dise de faire tout ça et ainsi de suite. Et l'enfant qui n'a aucune réaction, qui va pas, voilà. Parce que quand les parents pleurent en général, l'enfant il va quand même essayer de le consoler. Et là pas du tout, c'est comme si l'enfant n'existait pas. Enfin comme si la maman, voilà, aucune empathie sur la tête de cet enfant. Donc il a perturbé un peu la diététicienne avec qui a dû en parler un petit peu, on a dû en discuter un peu pour lui faire comprendre les choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, j'ai demandé à ce qu'on soit un peu plus vigilant, j'ai demandé à ce que l'assistante sociale passe pour vérifier des choses, parce qu'une fois qu'on est dans ce cadre-là, on essaie de voir un peu ce qui se met en place, avec des choses qui se sont mises en place par la suite. Voilà, une demande au niveau de la PMI qui va prendre le relais et essayer de faire sa petite enquête de son côté par rapport à cette famille. Oui, parce qu'on ne laisse pas partir les enfants comme ça. Quand on a un doute, on le met, quoi. Et on essaie de mettre en place ces choses, même si on ne fait pas un signalement au premier abord. Euh, on a aussi des enfants qui donc va avoir une inhibition de la capacité de s'intéresser, de comprendre les intentions des autres. C'est-à-dire que c'est vraiment des enfants qui, tout à l'heure je vous parlais de l'empathie, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ne vont pas être capables de comprendre, c'est juste au-dessus d'elle, comprendre les émotions des autres, qui ne vont pas pouvoir réagir quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est heureux, ils vont pas capter tout ça. Mais on a aussi des enfants qui ne vont pas essayer non plus, qui clairement sont dans un retrait total et ne vont pas du tout euh, être capables de décrypter le comportement des gens en face d'eux. Donc c'est-à-dire que c'est des enfants qui peuvent, par exemple, quand on vient et qu'on leur apporte un nounours pour les consoler, vont penser qu'on vient les agresser. Voilà, c'est le fameux comportement de ces enfants-là. Là, on est au niveau de la généralisation, c'est pour les plus de 5 ans. Tout à l'heure, je vous parlais d'enfants de 2-3 ans. Mais là, on est dans le cadre complètement total. Donc l'inhibition de capacité de s'intéresser, de comprendre les intentions des autres. Et ensuite, la dysrégulation des émotions qui favorise le passage à l'acte addictif. Ça, on le verra beaucoup plus tard, au niveau de l'adolescence, parce qu'en effet, on en arrive à ce que beaucoup plus tard, ils puissent se mettre en avant des problématiques émotionnelles qui fait qu'on va avoir des enfants qui vont, voilà, la drogue, les jeux d'argent et tout le reste, le sexe. Et qu'en fait, c'est assez fréquent qu'on puisse voir chez les des jeunes filles en l'occurrence, mais les garçons c'est le même cas, qui ont des problématiques, voilà, qui sont placés et tout le reste, et qui sont connus pour avoir des multiples rapports sexuels à 14 ans, avec des partenaires variés, multiples. Et là, on n'est clairement pas dans quelqu'un qui est dépravé ou quoi qu'est-ce, on est réellement dans quelqu'un qui est donc dans une dysrégulation des émotions et qui va appliquer ça. Alors chez les garçons, ça va plus être au niveau du passage à l'acte sur les addictions, la drogue, les jeux d'argent. Chez les jeunes filles, on est plus sur quelque chose de la sexualité, en sachant que la sexualité nous ramène à cette notion de dominant-dominé. Chez les filles, étant donné que la relation souvent sexuelle des filles est souvent assez dominée avec un garçon voilà, il y a des phénomènes de prostitution qui se mettent en place. Et là, on arrive à ce que ma collègue a fait avant, donc je ne vous le passe pas, parce que ça ne me concerne plus. Voilà, en gros, et je vais revenir là sur l'écran, en gros, pour revenir vous voir, vous expliquer un peu le travail du psychologue qui a cet intérêt-là. C'est-à-dire qu'en gros, je vous ai expliqué au tout début, un médecin, il va être capable, enfin, il va pouvoir déceler un bleu, il va pouvoir déceler des hématomes, il va pouvoir déceler des jambes cassées, il va pouvoir déceler des choses un peu plus horribles que ça, voilà, par rapport au bébé secoué et tout le reste. Le psychologue, il est vraiment dans une analyse du comportement de l'enfant. Et c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à repartir de cette chose-là. C'est-à-dire que ce phénomène, je vous le remets, cette chose-là, et c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que si vraiment à un moment vous voulez travailler sur les troubles de l'attachement, il faut être capable de comprendre ce que c'est que la normalité du comportement. Vous savez que dans la situation d'Ainsworth, dans la strange situation, je veux dire, à un moment, on s'est aperçu que des enfants qui étaient sécures avaient une très forte anxiété. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas associer, on ne pouvait pas évaluer le comportement par rapport à la réaction de l'enfant quand le parent partait. Il y avait des enfants qui pouvaient être au bord de l'asphyxie, de l'étouffement quand le parent partait. Ça ne signifiait pas qu'on était dans un problème
de comportement et d'attachement évitant, non pas évitant, résistant, mais bien dans un comportement sécure parce que, comme je vous le rappelle, la méthode de la... Comment on analyse, parce que ça aussi c'est des choses qu'on met en place, comment on analyse le comportement d'attachement d'un enfant, c'est tout simplement cette partie-là. C'est quand le parent revient, comment l'enfant est. Et donc on sait que dans les expérimentations de la Strange Situation, il y avait des enfants qui pouvaient être avec des réactions, mais on pourrait voilà, exagérer, mais de crise de nerfs, de machin, parce que le parent était revenu, et qui dès que le parent revenait, euh, était par contre clairement capable de se rassurer, d'arrêter de pleurer, de se calmer, et ainsi de suite. Ce qu'on ne trouvait pas chez les résistants qui, eux, continuaient à pleurer malgré le fait que la maman les rassurait et tout le reste. Donc c'est pour ça que partez de ce phénomène-là, partez de ce schéma-là, et essayez de repérer un peu la normalité par rapport au reste. Et vous verrez que parfois, c'est pas forcément ce qu'il faut. Est-ce que vous avez, là j'ai l'impression d'avoir fini mon cours, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est compréhensible? Déjà, si vous arrivez à comprendre, si vous n'arrivez pas à comprendre, il va falloir que je refasse ma copie pour la formation que je fais début février. Sachant que là, j'ai peut-être été même un peu plus, j'en ai dit un peu plus pour vous parce que vous êtes un peu plus intéressé par le sujet. Ce sera un peu plus light pour le personnel. Enfin, il y aura quand même toutes les mêmes diapos. Est-ce que vous avez des questions ou pas par rapport à tout ça? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous êtes toujours là? J'essaie de vous retrouver. Si vous êtes encore au moins 4. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Profitez-en. C'est le moment maintenant. Sinon, on va se dire au revoir. Je pense que je vous ai assommé. Bon, écoutez. Si vous avez des questions, en tout cas pour ceux qui regardent aussi le replay, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera de discuter autour de ça. Vous pouvez aussi venir sur le Discord de la chaîne, qui est donc 60 secondes de psy. Je pense qu'il est assez facilement trouvable. Pour venir aussi poser vos questions, vous pouvez venir vous poser vos questions sur ce média, sur ce moyen-là, ce truc-là. Donc Discord. Sinon, écoutez, moi voilà, on est 22h15, hein, ça fait une bonne heure et quart. En général, ça dure une heure. Donc je pense que je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Si vous avez envie de sujets particuliers, n'hésitez pas. Voilà. Je lis les commentaires que vous faites sur mes vidéos et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent sur la rapidité de mon débit de parole. Donc peut-être qu'il y a certaines choses que vous voulez que je répète doucement. Voilà, on pourrait très bien faire un truc sur Piaget, la théorie de Piaget. Bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais si vous voulez qu'à un moment on fasse un peu le point par rapport à tout ça, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Je vais vous dire à bientôt. On se retrouve. Attendez que je vérifie quand même. Là, en gros, je devais être en formation vendredi, samedi. Et j'ai un peu annulé parce que déjà, je n'avais plus de train demain. Et que j'ai par des sources internes. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui doivent prendre le train demain. Parce que je pense que ça va être bien suivi, en tout cas pour demain. Et donc, ce qui veut dire que là, je suis de nouveau ici. Bon, écoutez, alors moi que ce soit coupé, mais bon, dans tous les cas, je vous souhaite bonne soirée. Je ne vais pas discuter pendant 3 heures, même si ça a déjà été le cas. En tout cas, merci. Je vous invite à revoir un peu les vidéos, poser vos questions. On se revoit donc, j'essaie de chercher, mais je pense dès la semaine prochaine.
On fera un point sur autre chose. J'essaierai de voir un peu ce que je peux mettre en avant. En sachant que j'ai retrouvé, si vous le souhaitez, mais je pense que je le ferai parce que c'est des trucs assez sympathiques. Peut-être, j'ai un cours que je faisais auprès d'éducateurs sociaux sur la psychologie de l'enfant, un truc sur 24 heures. Enfin, ça se faisait en une journée de formation. Et donc, peut-être reprendre un peu les bases de tout ça, c'est-à-dire repartir sur les pères fondateurs. En gros, on va faire un point sur Piaget, Freud, enfin, voilà, Vallon et tout le reste. Et puis après, la deuxième partie avec âge par âge, peut-être, et avec les différentes théories. Donc, ça, c'est les choses qui vont se mettre en place dans les semaines qui viennent. Donc, soyez attentifs, en tout cas, si ce n'est en direct, au moins pour les lives, pour repérer. Ils seront indiqués en étant partie 1, partie 2, partie 3. Et donc, sauf si vous avez des questions bien particulières, je les mettrai en place au fur et à mesure. En essayant d'installer. Maintenant, je peux regarder les PowerPoint, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Et bien, écoutez, une bonne soirée à vous, bonne fin de journée. Et puis, prochain objectif, 20 000 abonnés. Je ne sais pas si ça arrivera avant la fin de l'année, parce que vu la courbe qui est assez stagnante, pas très exponentielle, ça pourra mettre un peu de temps. En tout cas, à 15 000, ça me fait très plaisir. Moi, j'ai toujours pensé que ma chaîne était capable d'avoir au moins 20 000 abonnés. Donc, quand on sera aux 20 000, je pense que je serai à un niveau. Je fais pas de choses assez drôles pour que ça attire beaucoup de monde. En tout cas, une bonne soirée à tout le monde. Bah écoutez, je remets le générique de fin et je vous souhaite bonne soirée.